fait. Je vais te proposer de démarrer ta présentation. À la limite, j'irai chercher Partager l'écran. discrètement à un moment donné les supports pour pouvoir les montrer parce que je les garde, ils sont jamais très loin. Hop, ça y est. Là, je suis en partage d'écran, on est bon? Oui, super. Tu peux Ok. commencer. Donc bon, on avait dit initiation à l'investissement. On n'est pas rentré dans la technique, hein, c'est pas l'objectif. Donc je rappelle qui je suis. Je fais de la gestion de patrimoine depuis 2007. Je l'ai dit tout à l'heure. Je propose des formations en investissement et en négociation. Je crée des applis pour l'investissement immobilier et on l'a dit tout à l'heure, j'ai une chaîne sur YouTube. Mon site, c'est investissementlocatifintelligent.fr, donc avec les petits tirets du 6. Alors, je vous ai prévu un préambule, mais qui est pour moi assez important de faire. Donc, l'investissement, en fait, on va partir de avoir l'idée jusqu'à suivre les étapes dans les grandes lignes. On n'est pas encore dans la technique. D'abord, il faut avoir l'idée. C'est, je vais investir, c'est bien, c'est gentil, c'est un rêve. On a vu une pub sur Internet, tout va bien. La question, c'est qu'est-ce que c'est mon projet? Est-ce que je veux des revenus complémentaires? Est-ce que je veux préparer ma transmission? Est-ce que je vais faire ce projet en couple, avec des amis, avec de la famille? Je le fais parce que tout le monde en parle et après tout, pourquoi pas, etc. Je veux préparer ma retraite. Ok, c'est bien. On a posé le concept d'investir dans l'immobilier. Maintenant, il faut que ça colle à notre projet. Et je dis toujours, un projet, c'est pas un projet seulement immobilier, c'est aussi un projet de vie, un projet financier, un projet parfois familial, un projet personnel, c'est énormément de projets, donc il faut que ce projet colle avec ce qu'on a envie de faire et ce qu'on va faire. Par exemple, j'ai envie d'avoir des revenus complémentaires sans travailler en plus dans mon immobilier. Soit je ferai pas de location courte durée, soit je ferai de la location courte durée et je vais déléguer totalement la gestion, une conciergerie, des gens qui font le ménage, etc. Je ne m'occupe de rien. Il faut savoir que si je m'occupe de rien, je vais devoir payer des gens pour le faire, par exemple. Si je veux investir sans avoir à gérer les locataires, eh bien, je vais peut-être confier le bien à une agence immobilière. Si je veux investir loin de chez moi, parce que dans ma région, la rentabilité est tellement mauvaise que je ne peux pas financièrement investir, je parle des Parisiens par exemple, s'ils veulent un bien qui s'autofinance ou à peu près, en tout cas avoir une rentabilité améliorée, soit ils feront les allers-retours en train ou en voiture quand il y a un locataire à changer, soit ils vont confier la gestion du bien à une agence. Et à ce moment-là, évidemment, il faudra un prestataire de confiance et efficace. Et je donne toujours l'exemple de la colocation, par exemple. Une agence est beaucoup moins efficace pour trouver un locataire en colocation, en tout cas beaucoup d'agences, ou pour un studio que pour une maison de 5 pièces où ils savent que là, il y a des beaux honoraires à prendre au niveau de la conception de l'état des lieux et ensuite, il y a des jolies commissions à la fin du mois puisque 7% à peu près des loyers, c'est quand même mieux sur une maison à 1000 ou 1200 euros que sur une colocation à 200, 300 ou 400 euros. Donc, voilà pour l'idée de départ. Donc évidemment, savoir ce qu'on veut faire. Ensuite, on va, oui, je rappelle, je l'ai mis, se souvenir de l'objectif et investir en fonction de votre projet. Je vais pas me la faire à la Macron, mais c'est votre projet. C'est pas le projet d'un schéma prédigéré sur lequel il faut faire un copier-coller. C'est votre projet. Ensuite, on va mûrir l'idée. Alors, quel achat je veux faire? Est-ce que je vais investir à cet endroit-là ou à cet autre endroit, dans cette ville au nord-ouest ou au sud-est de la ville? Investir près de la fac, investir près des hôpitaux. Et si on veut aller plus loin dans la réflexion géographique, c'est est-ce que j'investis dans ma ville, dans mon département, dans cette ville, dans ce département? Parce que évidemment, en fonction de la zone géographique, éventuellement de l'endroit dans la ville, la demande est plus ou moins forte, les loyers sont plus ou moins élevés et évidemment les prix d'achat sont plus ou moins élevés. Et c'est tous ces critères-là qui feront que notre investissement va être possible à mener ou pas. Donc, on veut acheter une maison, un immeuble, un appartement. Je donne l'exemple d'un chalet à la montagne, à la campagne, etc. Tout ça, ça va se décider. On va mûrir le projet. C'est bien de voir des vidéos qui nous expliquent qu'on peut devenir rentier avec 2 immeubles ou avec un immeuble, parfois même avec un studio. Mais bon, on va passer l'idée. On peut, comment dire, voir ça sur le système du fantasme ou du rêve. Mais après, il faut rentrer dans le dur et se dire, est-ce que ce projet, c'est mon projet? Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je suis susceptible d'intéresser un banquier pour mener ce projet? Je donne toujours l'exemple de quelqu'un qui gagne 1000 ou 1500 euros et qui veut acheter un premier immeuble à 1,5 million. C'est pas compliqué, c'est pas fait pour lui. Donc, à moins qu'il ait 500 000 ou 400 000 euros dans la banque.
Mais globalement, ce projet-là n'est pas fait pour lui. Donc, il va falloir qu'il se calibre un projet en fonction de son profil financier, d'épargne, son âge, la situation familiale, etc. Ce projet va être calibré. D'ailleurs, tous les simulateurs que j'ai ont un système de scoring bancaire, ce qui permet d'aller chercher le type de projet qui est vendable au banquier et ensuite de se coller à ce que le banquier est susceptible d'accepter pour mener nos recherches. Ça sert à rien de chercher des immeubles à 1 million d'euros si notre capacité à financer un bien, elle est à 200 000 euros, et là, on se pose pas la question de l'immeuble ou de la maison, c'est 200 000 euros, c'est pas 1 million. Donc ensuite, on va chercher un produit qui peut tourner autour de 200 000 et on verra ce qui peut coller dans notre zone géographique sur le budget de 200 000. Donc évidemment, ensuite, une fois qu'on a choisi la zone et le type de produit, on va se demander quel mode de location. Est-ce qu'on loue en meublé ou en location nue? Et je rappelle toujours que la chose qui décide de ça, c'est le marché. On ne dit pas, moi je vais louer en meublé parce que c'est mieux en fiscalité. J'ai vu il y a maintenant 3-4 ans quelqu'un qui avait acheté sur Nantes un T4, je crois, qui restait 6 mois avec son appartement vide parce qu'il était loué meublé. Ben oui, mais les gens qui qui louent du T4 sur une grosse ville, il se peut qu'ils viennent avec leurs meubles. Et donc, quand on leur dit, bah, c'est meublé, ils disent, bah oui, mais moi, je fais quoi de mes meubles? Donc, ils vont chercher un autre appartement qui sera loué nu. Donc, au bout de 6 mois, la personne s'est décidée, je sais plus si c'était à faire de la location courte durée ou à faire une colocation, mais il a fallu qu'il change son marché. Donc, bien connaître son marché avant de se poser la question de, avant d'affirmer, je vais louer de cette manière sur cet endroit-là et sur ce produit-là parce que fiscalement c'est mieux. La fiscalité, je vais pas dire c'est le dernier sujet à traiter. Il est le résultat de toute la réflexion. Je veux faire un immeuble, je veux faire un appartement que je louerai en nu ou en meublé. Et en fonction de ces décisions, il y a des fiscalités qui seront adaptées ou pas adaptées. Et donc, éventuellement, on dira, bah, ce projet-là, comme la fiscalité ne me convient pas, je change de projet. Par exemple, vous louez un studio, bah, ce studio peut être loué en nu ou en meublé, et il se trouve que globalement, le marché du studio est plutôt meublé. Ça n'empêche pas de le louer nu. Ça veut dire que vous pourrez le louer nu et que vous pourrez le louer meublé. Au moins, vous avez le choix. Si vous achetez une maison de 6 pièces, à moins de la louer en courte durée ou de la transformer en colocation, il est peu probable que cette maison se loue en meublé, ou alors vous êtes sur une niche et vous connaissez votre niche et c'est en connaissance de cause que vous décidez d'acheter cette maison et de la louer en meublé. Maintenant, quel marché sur les locataires? Est-ce que je veux louer à des jeunes actifs, à des gens qui sont installés avec des familles? Est-ce que je veux louer à des étudiants? Est-ce que je veux louer aux touristes? Si je loue un T3, c'est pas fait pour les étudiants. Si je loue un studio, ça peut être pour un actif, ça peut être pour un étudiant, ça peut éventuellement être pour des touristes avec de la location courte durée. Voilà, il va falloir se poser toutes ces questions-là parce que c'est ça qui va décider que le type de projet est celui qu'on veut mener ou pas. Et à partir de là, on va pouvoir mener nos recherches. Ça sert à rien de commencer à chercher un appartement en se disant il faut visiter, il faut visiter, il faut visiter. Visiter 200 appartements qui correspondent pas à un projet, ça sert à rien. Il faut d'abord savoir ce qu'on veut faire et ensuite avancer. Ensuite, évidemment, l'exploitation, une location au mois ou en courte durée, ça c'est évident. Et puis, quelle structure, quelle fiscalité, la société, le nom propre, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui va se mûrir avant même, je vais dire, de visiter. Alors, ça n'empêchera pas de visiter, mais foncer comme un chien fou en visitant 10 logements par semaine après le travail, c'est pas du tout efficace. Et éventuellement, en cherchant dans plusieurs départements, sans avoir cherché la zone géographique sur laquelle on peut trouver un produit qui sera rentable. Il est possible que sur la ville où on habite, une maison de T4, T5, T6 ne soit pas rentable, alors que sur cette même maison, cette même ville, un appartement qui ferait une pièce, 2 pièces, 3 pièces pourra être rentable. Et donc, on va chercher dans toutes les régions, alors que près de chez nous, par exemple, on pourrait avoir un bien qui correspond financièrement à ce qu'on veut faire, à notre mode de gestion, parce qu'on n'a pas envie de s'en occuper toute la journée avec des touristes, etc. Donc, si on réfléchit son produit, on réfléchit à son projet, on connaît son marché, on l'identifie et on fait son enquête, pour le coup, à partir de là, on peut avancer efficacement dans une recherche. Et je parle pas des critères financiers, on y vient après. Maintenant,
sur évidemment l'objectif, une fois qu'on a mûri l'idée, l'objectif c'est un investissement. Est-ce qu'on veut y consacrer du temps, de l'argent ou pas? On n'est pas obligé d'avoir un projet qui s'autofinance. Il y a des gens qui investissent dans des projets immobiliers, au lieu de placer 300 ou 500 euros sur une assurance vie et de nourrir leur banquier, eh ben ils vont se dire, moi ce bien va me coûter de l'argent tous les mois, mais au lieu d'épargner 500 euros en assurance vie, je vais réduire à 300 et puis mon budget d'investissement, il est à moins 200 à la fin du mois. Eh bien, je reste à 500 euros d'épargne, 300 dans mon assurance vie et 200 dans mon investissement immobilier. Alors, je sais, ça, c'est le genre d'information qui fait pas rêver. La moitié des gens seront déconnectés. Mais la réalité, c'est que l'investissement n'est pas obligatoirement en autofinancement, il n'est pas obligatoirement en trésorerie positive, et en l'occurrence, selon la fiscalité, il peut être positif ou négatif. Donc, il y a beaucoup de critères à respecter pour savoir où on va, d'où l'intérêt d'ailleurs de bien préparer son projet. J'avais suivi une petite formation Pardon? J'avais suivi une petite formation où on expliquait comment devenir rentier sans cash flow. C'était intéressant. Donc vraiment, pour le coup, en cash flow négatif. Et oui, tu peux te constituer en patrimoine en passant à la caisse tous les mois pendant 20 ans. Exactement. Il faut accepter l'effort d'épargne à un moment donné pour ensuite avoir cette rente. Why not? Mais la rente immédiate n'est pas un objectif systématique. Je sais que c'est ce qui est indiqué sur Internet. En gros, on est indébile si on sort pas au moins 200 euros ou 300 euros tous les mois. Non, il y a des gens pour qui investir à 6% de rendement avec un effort d'épargne de 300 euros, c'est un bon investissement, parce que c'est des gens pour lesquels un investissement hors immobilier, ça veut dire l'assurance vie qui rapporte 1% ou 1,5%. Et pas d'effet de levier avec le crédit, et pas de locataire qui paye un morceau de la mensualité, etc., etc. Donc oui, même un investissement qui coûte de l'argent tous les mois est un bon investissement. En tout cas, peut être un bon investissement. Je reçois, je pense, une fois par mois à peu près un mail qui me dit, Laurent, c'est quoi un bon investissement? Un bon investissement, un bon investissement, c'est l'investissement qui te convient. C'est pas un investissement magique. C'est un investissement qui colle à ton objectif, qui correspond à ton budget, que tu es capable de tenir s'il y a un aléa, chômage, maladie, etc. C'est ça un bon investissement. Et puis ensuite, qui te permet d'avoir un revenu complémentaire immédiatement, de manière différée, ponctuellement, etc. Ça peut être un bon investissement, ça peut être de faire une extension sur sa maison et de la louer en courte durée à des touristes. Pourquoi pas? Si c'est notre volonté de louer ce produit-là, un morceau de notre maison, et d'avoir des touristes et puis d'encaisser 5 000 ou 7 000 euros à la fin de l'année, en étant, on va dire, un petit peu esclave de cet investissement, si c'est notre projet, why not? Il n'y a pas de bon ou de mauvais investissement. Moi, je sais que j'ai pas envie de ça. Il y a des gens, ça les gênera pas. Donc, ça peut être d'investir loin, de se dire, moi, j'achète ma résidence secondaire, je sais pas, au bord de la côte, et puis au lieu d'y aller tout l'été, je vais la louer à des touristes et j'irai pendant les vacances de Pâques, à la Toussaint, etc. Et je fais ça pendant 10 ans. Au moins, ça me fait de la trésor pour financer des travaux, etc. par exemple. Puis dans 10 ans, j'arrêterai de le louer. Pourquoi pas? Ça peut être aussi ça, un bon investissement en fonction du projet, encore une fois. Et évidemment, des possibilités financières. Donc on part de soi. Pardon? On part de soi, de ses capacités. Ensuite, on observe le marché. Et à partir de ça, on élabore un projet. Exactement. Et on élabore un projet... encore une fois, qui n'est pas un copier-coller de ce qu'on peut voir sur Internet, qui souvent est une réalité très largement enjolivée. Donc, on réfléchit, on pose des chiffres, on se positionne. Est-ce que moi, je suis prêt à investir mes week-ends pour recevoir les touristes? Est-ce que je suis prêt à ça? Est-ce que j'ai envie de ça? Est-ce que je suis prêt à ce sacrifice? Parce que je peux ne pas en avoir envie, mais accepter le sacrifice dans un projet, dans une logique de projet. Plus long terme, plus moyen terme. C'est ces questions-là qu'il faut se poser avant de foncer chez l'agent immobilier. Donc je disais, évidemment, ça peut être d'investir de l'argent dans le projet, ça va être des recherches, recherche sur Internet, ça va être de se former, donc d'acheter une formation ou d'aller sur les chaînes où il y a du contenu gratuit. Sur ma chaîne, il y a énormément de contenu gratuit, on n'est pas obligé de se former en payant. Et ensuite, ça va être évidemment vérifier les informations qu'on a reçues, parce que entre ce qui est dit et ce qui peut se passer, ce qui va se passer, il peut y avoir un petit delta et ce delta peut coûter cher. Donc, vérifier l'information, aller chercher l'information, vérifier l'information, c'est évidemment la base. Ensuite, on va choisir si on veut, ce projet, il va porter sur le fait qu'on veut investir seul ou qu'on veut investir à plusieurs.
Dans un couple, si on est marié en séparation de biens, par exemple, on peut investir seul. Si on est marié en communauté, par définition, on investit à deux. Alors l'un des deux pourra ne pas s'en occuper du tout, mais il est investi de fait puisqu'il est en communauté. Alors qu'en séparation de biens, le bien peut n'appartenir qu'à l'un des deux conjoints et les deux peuvent s'y investir. En revanche, juridiquement, l'un des deux seulement est l'investisseur. Et ensuite, on peut investir à plusieurs. Donc, ça va être moi et mon conjoint, ça va être moi et mes enfants, moi et mes parents, ça va être moi et un ancien copain de classe, ça va être moi et mon associé. Ça va être un groupe d'amis, ça peut être un cercle d'investisseurs. Donc, il y avait eu une question d'ailleurs, est-ce qu'on peut investir? On reviendra sur les questions après, on va continuer ici. De toute façon, tu les as notées, Nathalie, on y revient tout à l'heure. Voilà, toutes ces questions-là, on va se les poser parce que rêver son investissement, c'est la première étape, c'est avoir l'idée, c'est pas transformer son projet d'investissement en objectif. Ensuite, on va faire ces calculs et là, on commence à rentrer dans la partie technique qui est, je passe dans le concret, c'est-à-dire je vais regarder combien je vais louer, donc mes recettes, et je vais regarder toutes les charges qui sont liées à ce projet. Donc, je reviens sur la partie recettes-charges tout à l'heure, très rapidement, sans rentrer trop dans la technique, mais au moins les lister et savoir se poser les questions. Ensuite, on va contrôler le marché, bien évidemment, savoir que le T3 qu'on a prévu de louer 650 €, il trouve des locataires. Ça va être de savoir que dans notre ville, il y a une surabondance d'offres de T3 à 650 € et que le nôtre, il n'est pas certain qu'on le loue. Par contre, s'il est très beau et bien situé, il est plus probable qu'on le loue que les voisins qui sont en train de faire la queue pour avoir un locataire, etc. C'est toutes ces questions-là qu'on va se poser. C'est vraiment recette-charge, évidemment, et le contrôle du marché. Parce que avoir un objectif de location à 400 € pour un studio, si le marché est à 350, on va avoir des problèmes pour le louer. Ou alors, il sera vraiment très, très beau. Et dans ce cas-là, les 400 seront justifiés. Encore une fois, il y a des gens qui sont prêts à payer plus cher un loyer de façon, pour un étudiant, par exemple, à ce que leurs enfants soient bien installés. Et la qualité se paye, encore une fois. Mais ça nécessite, encore une fois, de ne pas le rêver, mais de le savoir, c'est-à-dire de s'être renseigné sur le marché. Donc, on va voir les produits, on va vérifier que ce produit, il se loue à ce prix-là, parce qu'il est moche, parce qu'il est pourri, parce qu'il est mal installé, et que nous, si on fait quelque chose, on a prévu de faire du beau, du plutôt haut de gamme ou milieu de gamme sup, et on sait que à ce prix-là, logiquement, parce qu'il y a d'autres produits identiques, ou parce qu'on a de l'expérience, ou parce qu'on a un voisin qui fait et qu'il nous a montré et qu'on sait que, à ce moment-là, ça peut fonctionner. Et ensuite, il faut prévoir, évidemment, en dehors des choses certaines qui sont les charges et les recettes certaines, il y a les aléas. Donc, les aléas, c'est la vacance locative. Alors, c'est même au-delà d'un aléa, c'est une certitude. On aura forcément un moment des locataires qui s'en vont et on aura forcément 3 jours, 5 jours, une semaine, un mois de vacances locatives. Donc, pendant ce temps-là, on paye le crédit, on paye les charges et on n'a personne pour nous payer le loyer. Il va falloir prévoir les impayés parce qu'on en aura. Personne ne peut se dire, dans 30 ans, je n'aurai eu aucun impayé. On est obligé d'en avoir, c'est statistiquement impossible d'y échapper. Maintenant, cet impayé, on peut ce qu'on appelle le provisionner, c'est-à-dire l'intégrer dans notre calcul. Et on va dire, au lieu d'avoir 12 mois de loyer, je vais compter que j'ai 11 mois, ou 11 mois et demi, ou 11,7 mois. Donc 11 mois et demi, ça veut dire un mois d'impayé tous les 2 ans. 11 mois, ça veut dire un mois d'impayé tous les ans. Et ça, quand on va aller voir le banquier, ça va être très utile d'avoir un projet qui fonctionne, par exemple, avec 11 mois. Il va nous dire, mais vous vous rendez compte, si vous avez des impayés, écoutez, mon grand, moi, j'ai prévu mon budget avec 11 mois de location, 11 mois de loyer. Tous les ans, si je suis payé 12 mois, je peux épargner un mois de loyer. Et globalement, j'aurai pas un mois d'impayé tous les ans. En revanche, il faut savoir qu'un impayé, à partir du moment où on a un impayé, on a des lois ici en France qui sont très très protectrices à l'égard des locataires. Il faut savoir qu'un squatteur a plus de droits qu'un propriétaire. Il a autant de droits qu'un locataire qui ne paye pas son loyer. Donc, sachez qu'un locataire qui ne paye pas son loyer, il a à peu près 2 ans ou 2 ans et demi d'impayé devant lui avant d'être dehors. Et ça peut aller au-delà. Donc, le temps qu'on fasse les procédures, etc., c'est 2 ans, 2 ans et demi d'impayé. Alors, soit vous avez la trésorerie, soit vous acceptez ce risque, soit vous avez plusieurs biens, par exemple 10, 15 appartements, et dans ce cas-là, vous vous dites, moi, sur les 15 appartements, j'en aurai un qui ne me paye pas pendant 2 ans. À la limite, c'est un 15e qui n'est pas payé. Un 15e, ça fait 6,5%. On peut y aller. Et puis, il y a une autre possibilité, c'est de vous assurer contre ces loyers impayés, c'est de vous assurer éventuellement contre la vacance locative, et c'est de vous assurer éventuellement contre les dégradations.
Et une assurance loyer impayé, globalement, c'est 3,5% des loyers. Donc, quand on encaisse 500 euros par mois de loyer, ça fait 6 000 euros. Bon, 3%, c'est 200 euros, 200 euros par an de coût d'assurance, c'est-à-dire 16 euros par mois. Donc, si pour 16 euros par mois, on peut se mettre à l'abri de 2 ans d'impayés, je pense que c'est un calcul qui peut être marchand. Maintenant, c'est comme tout, il faut accepter de payer. Donc, les risques existent, il y a moyen de s'en prémunir, évidemment en sélectionnant bien son locataire, mais personne n'est à l'abri d'un problème personnel, d'un problème familial, d'un problème d'emploi. Et donc, tout locataire respectable et de bonne volonté qu'il soit, il va finir par vous planter les loyers, les impayés, et il va falloir assumer financièrement derrière. Donc, vous pouvez vous assurer. Il y a des systèmes de garantie comme le système Visal, il y a des systèmes privés maintenant qui existent avec Internet, GarantMe, des choses comme ça, qui vous permettent de vous protéger des impayés. Ensuite, évidemment, une fois qu'on a, on va dire, prévu nos charges, nos recettes et les aléas, eh bien, on va se positionner sur le financement. Quel financement pour mon projet? Donc, c'est là que les outils de scoring qu'il y a dans mes applis sont pertinents parce que si vous vous dites, moi, je vais financer sur 25 ans sans apport, est-ce que le banquier va vous suivre sur ce schéma? C'est pas certain. Et ça l'est encore moins aujourd'hui avec la crise financière, on va dire bancaire, qui existe actuellement. On pourra revenir tout à l'heure éventuellement. J'ai eu une question sur ce point. Il va falloir savoir dans quel schéma de financement vous allez devoir vous positionner pour que le banquier vous suive. Si vous demandez 25 ans sans apport et que le banquier veut absolument un apport, bah vous n'êtes pas raccord avec ce qu'il veut, vous n'aurez pas votre crédit. Si vous dites moi, j'ai 50 000 euros d'apport, bah, c'est évidemment du plus. Si vous dites, moi, je sais que je vais financer sur 20 ans, c'est du plus par rapport à quelqu'un qui viendrait le bec enfariné en disant, moi, je veux du 25 ans sans apport. Il faut savoir où on va, il faut savoir que ce qu'on demande n'est pas forcément ce que veut le banquier. Ensuite, une fois qu'on a passé toutes ces étapes, on va se poser la question de la fiscalité. Parce que bien évidemment, un produit peut être rentable. Là, j'ai fait un audit là tout récemment. On va récupérer rien que sur le passé un peu plus de 4 500 euros de mémoire d'impôts payés sur 3 ans. Le produit fonctionne. Il n'est pas merveilleux. Il fonctionne. Il est autour de d'à peu près 9-10% de rendement brut. Mais il est dans le rouge parce que, financièrement, il est dans le rouge parce qu'il y a une fiscalité qui est mal gérée. Donc, on a corrigé ça. Et ça va s'améliorer sensiblement. Et donc, un même projet peut être soit rentable, soit non rentable, soit coûteux, soit très coûteux, en fonction de l'option fiscale. Et donc, c'est vraiment important d'avoir tous ces paramètres, le produit bien adapté, la zone géographique bien adaptée, le projet réfléchi, les recettes, les charges et les aléas, savoir quel financement on va demander et évidemment, quelle fiscalité on va subir, puisqu'en fonction de tous ces paramètres, on aura un budget qui sera de plus de 100, de moins 200, de moins 400. Et il faut savoir si on est capable d'assumer, en l'occurrence s'il est dans le rouge, d'assumer ce négatif tous les mois. Ensuite, on va analyser, alors évidemment, on analyse le marché, ça c'est une évidence, on analyse la demande et l'offre, on analyse le besoin du marché, est-ce que mon produit peut coller au marché? On va vérifier éventuellement les anomalies de marché. On sait que sur cette ville, il manque de studios, par exemple, ou il manque de maisons pour loger les familles. Ça peut être ce genre de choses, une anomalie de marché. Je parle pas d'une anomalie de marché en termes de prix, puisqu'il y a aussi ce genre de choses parfois. Donc, on va cibler un marché une fois qu'on a, on va dire, détecté, bien reconnu le marché, on va cibler notre marché et on va se dire, maintenant, à partir de maintenant, j'ai fait mes calculs, je sais ce que je peux emprunter, je sais où je veux acheter, je sais à peu près quoi je veux acheter. Et je sais que maintenant, je peux me lancer dans les recherches, je vais aller sur le bon coin, aller voir les agents, appeler les notaires et contacter des marchands de biens, etc., pour savoir s'ils n'ont pas des produits qui peuvent coller à ma recherche. À partir de là, on peut y aller, on peut commencer à avancer et on va visiter. Alors là, attention, j'ai mis plusieurs maisons parce que les visites, c'est pas une visite et on va foncer. Bon, moi, j'ai acheté 3 immeubles, j'ai fait 7 ou 8 visites, je crois. J'ai utilisé mon simulateur, je connaissais mon marché et je savais mathématiquement, en gros, ce qui collait à ce que je voulais et ou pas. Donc, j'ai pas visité 300 biens. Mais comment dire, vous allez dans un premier temps visiter aussi pour apprendre à visiter, c'est-à-dire
détecter les problèmes d'humidité, les problèmes de voisinage, détecter le fait que la résidence dans laquelle vous avez prévu l'appartement, c'est 90% de gens qui sont au RSA ou c'est plutôt des gens qui travaillent? Est-ce qu'ils vont passer leur journée sur leur console Nintendo ou est-ce qu'ils vont travailler? Tout ça, c'est des indices qui font que votre lieu d'investissement est plutôt conforme à ce que vous souhaitez ou pas. Et donc, il va falloir multiplier les visites. Et attention là à ne pas vous griller chez les agents, parce que il y a des gens qui font 300 visites pour ne jamais rien acheter. À un moment, les agents arrêtent de les appeler. Donc, soyez pro. Évidemment, on va voir tout à l'heure qu'il faut l'être avec les autres partenaires. Mais avec les agents, il faut être aussi professionnel. C'est-à-dire, c'est pas un CV que vous allez déposer, c'est un cahier des charges. Moi, je cherche ça. C'est identifié, mon budget, c'est ça. Je veux tel type de produit sur tel endroit à tel prix. Et mon projet, c'est ça. Et en gros, vous allez éventuellement venir avec une préétude de financement, quelque chose comme ça qui peut rassurer l'agent immobilier. Et c'est quelque chose qui vous servira aussi au moment de l'achat, puisque l'agent immobilier va vous vendre au vendeur en disant celui-là, il a déjà une préétude de financement, par exemple. Donc, soyez pro à toutes les étapes de votre projet, parce que c'est votre crédibilité et votre efficacité qui sont en jeu. À la suite, donc visiter évidemment, hein, je l'ai dit, pas n'importe quoi. On analyse les chiffres en amont, on questionne et on vérifie les infos. Est-ce que le bien est à vendre depuis longtemps? Question fermée, on n'aura pas beaucoup d'informations. Par contre, il est à vendre depuis combien de temps? On aura plus une information. Bon, est-ce que on peut avoir des informations ailleurs que celles que l'agent immobilier nous a données? Réponse oui. Ça peut être les agents immobiliers qui vous donnent des informations, mais l'agent immobilier, son objectif, c'est de vendre. Donc, s'il y a des choses à vous cacher, il va peut-être les cacher. Alors qu'un voisin, un concierge, vous les cachera moins. Donc, et même les locataires d'ailleurs. Les locataires, c'est comme des enfants quand vous allez visiter le bien. Tout se passe bien, mis à part quand ils sont en conflit ouvert avec le propriétaire ou avec l'agence qui gère. Globalement, ils ne diront rien. En revanche, si vous retournez les voir, alors on voit en formation comment trouver des moyens pour retourner voir l'appartement ou la maison sans la présence de l'agent immobilier ou du propriétaire. À ce moment-là, les langues peuvent se délier et vous aurez des informations un peu plus claires. Et en tout cas sincère. Faut vraiment avoir en tête que quand on voit un appartement, enfin un logement qui est loué, le locataire, il est comme un enfant devant l'instituteur. Donc, il va pas parler. Globalement, tout se passe bien. Il y a des traces d'humidité dans la salle de bain? Non, mais c'est rien, c'est pas grave. Par contre, vous y allez, ouais, je lui en ai déjà parlé. Et il s'est pas encore occupé de ça, ou alors il m'écoute pas, etc., etc. Donc, là, vous aurez des informations. Ensuite, on affine les calculs. Une fois qu'on a identifié le bien, on connaît les loyers, on connaît les charges, on connaît les charges de copro, on connaît tout ça. On reprend la même méthode d'analyse, mais on les applique au bien. Donc, on revoit les recettes, les charges, les aléas, le financement et la fiscalité. Ensuite, on va s'occuper de tous nos artisans, de tous nos partenaires, pardon. Idéalement, quand c'est un bien avec travaux, on visite avec des artisans. Sinon, on reviendra avec des artisans ou un artisan pour avoir les devis. On va voir les banques en essayant de comprendre ce qu'elles veulent. C'est-à-dire que, ce que je vous disais tout à l'heure, aller voir un banquier en disant moi je veux devenir rentier, je vais vous expliquer votre métier, ça s'est fait. Hein. Les gens qui étaient tellement, je vais dire, bercés d'informations d'internet en expliquant à quel point, grâce à la méthode magique, ils allaient devenir rentiers la semaine suivante. Les banquiers les ont vus arriver, moi j'en ai entendu parler et ça les faisait sourire. Alors au début ça les faisait sourire, ensuite ça les a agacés, j'imagine. Mais globalement, un banquier, il aime pas trop qu'on lui explique, et c'est normal, qu'on lui explique qu'un gamin de 22 ans connaît mieux le financement immobilier que lui et l'investissement immobilier que lui. Donc, soyez zen. J'ai eu en audit quelqu'un qui me disait, je comprends pas, mon banquier veut pas me financer. Et je lui dis, il y a des gens qui viennent avec le taux et ils disent, voilà, c'est ce taux-là qu'il faut m'appliquer. Il me dit, c'est exactement ce que j'ai fait. Je dis, c'est pas ce qu'il faut faire. Donc, ils prennent le taux sur empruntis.com ou meilleurtaux.com. Et puis ils disent voilà, j'ai vu la pub de Empruntis, il me faut ce taux-là. Oui, mais ça c'est le taux promotionnel qu'Empruntis vous a présenté. Pardon, j'entends parler. Laurent, c'est toi, apparemment tu es en parallèle connecté avec ton iPhone. C'est possible? Mon téléphone en écho de toi-même. Non, mon téléphone est éteint. T'as un écho, c'est ça? Voilà, désactiver le son. C'est bon. On est bon.
Donc, la personne en question était allée voir le banquier en lui disant c'est ce taux-là qu'il me faut, et il oubliait que le taux promotionnel de Empruntis, c'est pour un cadre qui gagne 80 000 euros par an, qui vit en région parisienne et qui a mis 40% d'apport. Donc, c'est pas le même dossier que quelqu'un qui gagne 3 000 euros par mois, qui va mettre 10 ou 20 000 euros d'apport. C'est absolument pas le même dossier et donc pas le même taux. Et le banquier, quand on lui dit c'est ce taux-là que je veux, il dit merci, au revoir, bonne journée. C'est pas très compliqué. Donc, il faut savoir comment on parle aux gens, nos artisans, nos banquiers, et savoir être professionnel aussi dans cette approche, dans cette démarche. Et bien sûr, en fonction des fiscalités, on aura besoin d'un comptable. Donc, j'ai mis obligatoire ou pour le conseil. Le comptable va être obligatoire quand on est en fiscalité meublée au réel ou quand on est en société à l'impôt sur les sociétés. Il n'est pas obligatoire quand on est en nu à l'impôt sur le revenu ou en meublé au régime micro. Mais ça n'empêche pas que même s'il n'est pas obligatoire, il peut vous conseiller, il peut vous aider à monter un projet, un plan de financement, un prévisionnel, etc. Même si les applis le font, et ils le font très bien, ça peut être rassurant pour quelqu'un qui débute d'aller voir quelqu'un qu'on appelle un professionnel du chiffre. Le comptable est un professionnel du chiffre. Ça peut éventuellement vous aider, vous, à vous rassurer éventuellement, et éventuellement, un prévisionnel remis par un comptable ou par l'appli, par exemple, c'est quelque chose qui va vous aider à vendre votre dossier, à montrer votre professionnalisme dans votre démarche d'investissement, et ça peut être que positif chez le banquier. Ensuite, on a le notaire, et là, je précise toujours, prenez votre notaire. On a un compromis qui est rédigé en agence ou qui éventuellement est rédigé chez le notaire du vendeur. Le notaire du vendeur, il défend les intérêts de qui? Il défend les intérêts du vendeur. Donc, on n'est pas à l'abri d'une clause suspensive qui sera oubliée, c'est arrivé. On n'est pas à l'abri d'oublier une information qui peut être essentiel. Par exemple, on a oublié de souligner, parce que votre métier à vous, c'est pas de lire les PV d'Assemblée générale des copropriétés. Eh bien, le notaire va pas forcément insister sur les informations qui pourraient mettre à mal le prix du bien vendu. Par exemple, il y a des travaux de rénovation complète de la façade ou un changement de système de chauffage collectif avec la mise en place de compteurs, etc. On m'avait envoyé un règlement de copro une fois, j'avais dit là, il y a 10 000 euros à sortir, on le sait. Donc, soit on casse le prix de 10 000, soit on s'en va, quoi. Et donc là, il faut quelqu'un qui vous conseille. Donc, soit vous payez quelqu'un pour lire comment dirais-je, le compte rendu de l'Assemblée générale de copropriété, soit vous demandez à votre notaire de vérifier tel et tel point, et il aura une mission sur cette surveillance, et il le fera parce que son métier, c'est de défendre vos intérêts. Et donc, évidemment, quand vous signez le compromis chez un agent ou chez un notaire, qui serait le notaire du vendeur, vous demandez de vous faire envoyer le projet de compromis. Et ce projet de compromis, vous le faites vérifier par un avocat, par un notaire, par des gens dont c'est le métier de vérifier ce genre de choses, parce que c'est pas le vôtre. A priori, c'est pas le vôtre. Donc, vérifiez vous, et ensuite faites vérifier par des gens dont c'est le métier. Voilà pour une première approche. J'ai un conseil que je rajoute toujours, j'en ai parlé, n'appliquez pas la recette ultime que seuls les initiés connaissent. Je vois souvent ce genre de choses sur YouTube en publicité. Évitez les prêts cachés, puisqu'il y a des gens qui vous expliquent que en dissimulant les prêts que vous avez déjà, vous obtiendrez plus facilement les prêts. Oui, c'est une réalité. Si on cache la vérité dans le but d'obtenir quelque chose, il est probable que ce quelque chose, on puisse l'obtenir parce qu'on a caché la vérité. Maintenant, il faut savoir que quand on obtient un financement sur la base de fausses informations, la banque peut prononcer la déchéance du prêt, c'est-à-dire qu'elle vous dit, voilà, vous avez un mois pour solder le crédit et me rembourser. Donc, soit vous avez un mois pour vendre, et là, ça va être chaud parce que les délais de vente, c'est plutôt minimum 45 jours si tout va très, très bien, et c'est plutôt 2 mois et demi, 3 mois. Et soit va falloir bien gérer la communication avec votre banque. Donc évitez toutes ces petites arnaques. Moi j'appelle ça des arnaques, c'est pas très compliqué, ou des combines. Voilà, dès qu'on vous parle de combines, de recettes ultimes et compagnie, faites très attention, parce que les recettes ultimes, il y en a pas. Il y a des techniques pour améliorer, il y a des choses comme ça. Mais globalement, quand on va commencer à vous expliquer qu'il faut faire des choses de manière un peu dissimulée, moi j'aurais tendance à dire vous partez en courant et le mec est pas sérieux, quoi. Les gens qui vous conseillent ça sont pas sérieux. Petit on va dire petit avertissement dans les pubs sur l'investissement immobilier, pardon. Plus on va utiliser les termes faites-moi confiance, le cash flow, le rentier, etc., plus vous devez vous méfier, parce que le faites-moi confiance, c'est la phrase la plus prononcée par les menteurs. Donc, plus on va vous dire ça, plus vous devez vous méfier. Et ensuite, cash flow et rentier, c'est pas compliqué.
C'est des mots qui sont de la pub pour ce que vous voulez avoir. C'est pareil que quand on vous parle de régime, on va vous montrer une photo de quelqu'un qui fait 28 kilos à 1m90. On va pas vous montrer quelqu'un qui fait 70 kilos pour 1m65. Même si cette personne de 70 kilos a perdu 30 kilos, on va plutôt vous montrer la brindille qui a jamais fait de régime de sa vie. Tout le monde le sait, mais pourtant ça continue à fonctionner comme ça. Et c'est à vous, on parle de cette façon-là. Quand on vous parle de cash flow, de rentier, de recette ultime, ben on vous montre la brindille de 28 kilos pour 1m90. Donc, évidemment, tous ces systèmes-là, vous faites très attention. Donc, inspirez-vous de ce qui fonctionne, inspirez-vous des idées. Ne copiez pas bêtement un schéma sans vérifier que c'est adapté à ce que vous voulez et que ce schéma fonctionne effectivement. Parce qu'entre le discours et les actes, ou entre le discours et les faits, il peut y avoir une petite nuance. Et appropriez-vous votre projet de façon à le mener à bien. Et quand je dis mener à bien, c'est bien le mener et à le mener pour votre bien. Donc, oui, inspirez-vous et vérifiez comment ça fonctionne pour les autres. Le schéma, par exemple, que on vous a expliqué, par exemple, faire de la courte durée en délégation intégrale. Bon, bah, maintenant que j'ai développé mon appli, je le savais, mais maintenant que j'ai développé mon appli dédié à la location courte durée, je vois quel est l'impact d'une délégation totale d'après tous les prix que j'ai sur les prestataires. L'impact est très très loin d'être négligeable. Éventuellement, on pourra regarder ça tout à l'heure très rapidement. Donc, inspirez-vous, formez-vous et informez-vous. Donc, ne copiez pas aveuglément. Moi, les formations que j'organise sur l'investissement locatif, en gros, vous avez un grand éventail de possibilités. Dans cet éventail de possibilités, on vous forme sur l'intégralité de ce que vous devez savoir sur cet éventail. Et ensuite, dans cet éventail, vous direz, moi, je veux aller faire ça ou je veux aller faire ça. C'est pas, je vous forme à la location courte durée à Toulouse et vous saurez pas faire de la location courte durée à Montpellier. Donc, d'ailleurs, Montpellier surveille grandement. Donc, maintenant, ça devient très délicat. Donc, voilà, c'est ce que je veux vous dire vraiment là-dessus, c'est attention au chant des sirènes. Et soyez maître de votre projet et acteur de votre projet, pas suiveur. Voilà, c'était la petite conclusion de bienveillance là-dessus. Ça, c'est juste le préambule. On aborde très rapidement les basiques sur l'investissement immobilier, un tout petit peu de technique, mais c'est pas de la grande technique. Globalement, on a les loyers et les charges. Alors parfois, les charges sont supérieures au loyer, on l'a vu tout à l'heure. Dans ce cas-là, tous les mois, on va donner un petit billet à la banque en disant, il me manque 150 € dans mon projet, tel qu'il fonctionne, il me coûte 150 €, pas de problème, je les assume. Et il y a d'autres moments où on aura des charges qui sont plus faibles que les recettes. Et à ce moment-là, on aura ce qu'on appelle le magnifique cash flow qui nous transforme en rentier. Donc là, on va lister les recettes et les charges. C'est pas très compliqué. Les loyers, on a 12 mois de loyer par an, ou éventuellement de la location courte durée avec un nombre de nuitées, etc., des tarifs. On a évidemment la vacance locative qui est approvisionnée. En tout cas, j'ai mis un S à vacances. Il me faut de vacances locatives, il n'y a pas de S. Et ensuite, on a les travaux qui sont à prévoir et les travaux d'entretien. Donc, tous les ans, tous les 3 ans, tous les 5 ans, on aura un petit peu de travaux. Donc, plus l'appartement ou le logement, en tout cas, a été rénové, plus ces travaux viendront tard, mais on aura une chasse d'eau à changer, on aura un robinet à changer, on aura des meubles de cuisine qui ont vieilli et qu'il faut changer, on aura des peintures à rénover, on aura peut-être une isolation à refaire parce que l'appartement était en E et on veut qu'il passe en D. On aura des travaux à faire et un bien, ça vieillit, il peut pas rester 30 ans sans aucun travaux à faire. Donc, inévitablement, on aura des travaux et ces travaux, on va les comptabiliser. Alors, on aura peut-être 1 000 € dans 5 ans. OK, 1 000 € dans 5 ans, c'est 200 € par mois. Pendant 5 ans, on les provisionne. Par an, 200 € par an, et on va les provisionner. Donc, c'est tout ça que vous allez devoir faire au niveau de vos loyers. Enfin, en tout cas, anticiper les loyers et les risques de vacances locatives. Et accessoirement, la vacance locative, elle peut être due au fait qu'on fait des travaux. Quand on rénove un appartement pendant un mois, en dehors de payer les travaux, le mois en question, on n'a pas notre loyer. Concernant les charges, évidemment, on les liste très rapidement. Alors, les basiques, la taxe foncière, les assurances, donc l'assurance propriétaire non occupant. On a le crédit avec son assurance crédit, bien évidemment. On a les réparations, on a notre comptable si on en a un, et on aura l'imposition sur nos revenus. J'ai pas listé les charges de copro, etc. On y revient un petit peu après, un peu plus en détail. Voilà, ça c'est le gros de vos charges. Tout ça, il faut absolument les compter dans votre prévisionnel. À une époque, moi, quand je suis arrivé sur Internet en 2015, on parlait d'opération blanche. Les choses ont évolué. J'étais le seul à l'époque à parler de fiscalité. Une opération blanche, à l'époque, c'était le loyer et paye le crédit.
C'était ça l'opération blanche. On oubliait juste la taxe foncière, l'assurance, les charges de copro, on oubliait les réparations, on oubliait la fiscalité. Petit, très très léger détail. Donc on va voir dans quelle proportion c'est un détail d'ailleurs. Donc à l'époque c'était ça. Je veux dire le discours commercial, c'était vous faites une opération blanche, le loyer est payé par le crédit est payé par le loyer. Magnifique. Et ben on va aussi prévoir les imprévus. Donc les imprévus, c'est les impayés, c'est les dégradations et c'est la fiscalité si elle est mal anticipée. D'où l'importance de la remettre dans la colonne grise, cette imposition, pas dans la colonne orange. Très rapidement, on aborde la partie trésorerie. La partie trésorerie, on fait simple, j'ai 12 loyers à 1 000 euros, ça fait 12 000. Comment estimer à la louche j'avais fait des vidéos concernant les calculs rapides qui sont sur ma chaîne, bien évidemment. Concernant un système de calcul rapide qui est ce que j'utilise moi quand les gens me consultent sur un projet. Avant même d'avoir le détail, je sais à la louche la trésorerie parce que j'utilise ce système rapide qui est performant et qui est une très très bonne approche de la future réalité. Donc la taxe foncière, globalement, c'est 1 mois et demi selon les villes. Ça peut être 1 mois, ça peut être 2 mois, mais au minimum, vous devez compter dans un prévisionnel sans autres informations. Vous devez compter 1 mois et demi de loyer en taxe foncière. Ensuite, vous devez compter l'assurance propriétaire non occupant. On peut considérer que ça va représenter un quart de loyer. Ensuite, les charges de copropriété. On peut considérer, là aussi, à la louche, c'est environ 1 demi-mois de loyer. On aura nos travaux d'entretien. On peut considérer 500 € par an, un demi-loyer tous les ans. Et l'ensemble de ces charges, c'est une quasi-certitude. Alors, je parle pour les charges de copro, si on n'est pas en copro, évidemment, il n'y en aura pas. Mais globalement, ces travaux, cette assurance propriétaire non occupant, cette taxe foncière, on sait qu'on va les payer. Eh bien, ça représente 2 700 € pour un loyer à 1 000 €. C'est 2,7 mois de loyer. C'est quasiment 3 mois de loyer qui s'en vont d'office, avant que vous ayez commencé à payer le crédit, avant que vous ayez commencé à vous poser la question de votre fiscalité, c'est quasiment 3 mois de loyer qui sont partis. Eh bien ça, si vous ne le savez pas, vous pouvez pas avancer sereinement dans votre projet. Donc vous devez le savoir, vous devez l'estimer d'office avant même d'avoir les informations par l'agence immobilière ou par le vendeur. Ensuite, on a les charges à prévoir. En dehors des charges courantes, c'est la vacance locative. On peut prévoir qu'on aura 1 demi-mois tous les ans, par exemple. On peut prévoir qu'on va dépenser de l'argent tous les mois pour notre assurance loyer impayé. Je vous disais tout à l'heure, environ 3% des loyers, ça fait 30 € par mois, 360 € par an. Vous avez la gestion agence. Si vous déléguez, c'est environ 7% de vos loyers qui s'en vont. Donc tout ça, ça vous amène à 4,4 mois de loyers qui s'en vont. On est à 4 mois, c'est un peu plus d'un tiers de l'année. Ça veut dire que vous avez 4 mois de loyer qui servent à payer ces charges. Il vous reste 8 mois pour payer le crédit et pour payer votre fiscalité. Donc ça, j'enlève sans les aléas, sans les frais d'agence, si vous faites une gestion directe. Voilà, tout ça, c'est du budget prévisionnel. Vous devez absolument l'anticiper, l'estimer très rapidement, encore une fois, de manière rapide, forfaitaire, pour avoir une petite vision déjà très approchante de la future réalité. Ensuite, on a le crédit. Donc les assurances crédit, les assurances crédit et les intérêts sont une charge déductible fiscalement et la totalité de la mensualité, bien évidemment, est déductible de la trésorerie. Donc l'ensemble de tout ça, ça vient nous consommer une partie plus ou moins élevée des 8 mois qui restent de nos recettes. Donc en fonction de tous ces paramètres, toute cette colonne de gris, de bleu et de orange, c'est elle qui va nous dire est-ce qu'il nous reste de l'argent à la fin du mois, est-ce qu'il faut dépenser de l'argent tous les mois pour ce projet. Ça, c'est une estimation rapide de votre trésorerie. Ensuite, je vous ai fait un petit slide sur la fiscalité, une méthode rapide pour compter, pour estimer votre fiscalité. Donc là, c'est facile. Globalement, en location nue, les charges, intérêts d'emprunt, la taxe foncière, l'assurance PNO, les charges de copro, etc. Tout ça, ça coûte à peu près 40% de vos loyers. Eh bien, ça veut dire que les 60%, les intérêts d'emprunt, je l'ai dit tout à l'heure, oui, les 60% qui restent, c'est ce qui va servir de base à votre fiscalité, de base de calcul à votre fiscalité. J'ai 40% de charges, eh bien, j'aurai environ 60% de mes loyers qui subiront mon impôt. Alors, mon impôt, ce sera ma tranche marginale d'imposition, donc on va pas développer ici, mais globalement, une personne seule, entre 10 000 et 28 000, elle est dans la tranche à 11%. Donc, si vous êtes célibataire et que vous gagnez 2 000 €,
par mois, ça fait 24 000 à la fin de l'année. On enlève l'abattement, il reste 22 000. Pour aller jusqu'à 28, il reste 6 000 euros. Ces 6 000 euros seront taxés à 11% et tout ce qui dépasse sera taxé dans la tranche suivante à 30%. Donc ça, vous devez le savoir pour estimer votre budget fiscalité. Donc on a dit les 60% de nos loyers sont imposés selon notre tranche marginale d'imposition plus les prélèvements sociaux, 17,2, soit ce sera fiscalité impôt sur les sociétés. À ce moment-là, on va voir comment ça se passe. Donc la base, c'est en location nue, j'ai environ 60% de mes loyers qui sont imposés. Si j'ai une fiscalité où il y a des amortissements, donc le meublé au réel ou la SCI à l'impôt sur les sociétés, c'est valable aussi pour la SARL ou la SAS à l'IS, évidemment, société commerciale, on va compter environ 5% d'amortissement. Ces 5%, on va les compter sur quoi? Sur la valeur du bien moins la valeur du terrain. Mais globalement, on peut déjà estimer que 5% de notre bien, ce sera des amortissements. Donc mes charges déductibles, c'est 40% de mes loyers. Ensuite, j'ajoute dans mes charges les amortissements qui représentent environ 5% de mon bien. Et l'ensemble fait que je vais pouvoir calculer ce qui me reste. Est-ce que c'est positif ou négatif? De combien c'est positif, je paye l'impôt dessus. Et si c'est négatif, je ne paye pas l'impôt. Et ensuite, on va appliquer à ça un taux, je vous l'ai dit, la tranche marginale d'imposition plus prélèvements sociaux, ou alors l'impôt sur les sociétés. Donc le solde, c'est le loyer, moins les charges, moins les amortissements, qui est taxé selon soit la TMI, soit l'impôt sur les sociétés. Et ça, c'est votre budget fiscalité. Là, le petit pavé orange, c'est votre budget fiscal. Donc on reprend en nu, j'ai 60% de mes loyers qui seront imposés. Si j'ai une fiscalité avec des amortissements de mes 60%, je vais encore déduire les amortissements. Et ensuite, je vais, sur ce qui reste, appliquer un taux pour savoir combien je vais payer d'impôts. Hop. Le système des amortissements, très rapidement, on n'est pas dans la technique, c'était vraiment pour dégrossir, Nathalie, on avait bien dit une initiation, enfin c'est ce que tu m'avais dit. Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'espère que tu n'as pas trop perdu les débutants. Bon, j'espère. L'idée, c'est vraiment de dégrossir, on va dire, les basiques essentiels pour comprendre de quoi on parle. Donc, je dégrossis très rapidement une petite approche de trésorerie, une petite approche de calcul de base taxable et un petit focus sur les amortissements pour expliquer ce que c'est. Les amortissements, c'est la comptabilisation de la perte de valeur d'un bien. Donc, c'est joli comme ça, quand c'est dit comme ça, c'est très beau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'achète un ordinateur qui vaut 1 000 euros. Cet ordinateur, il va perdre de la valeur tous les mois, tous les jours et même tous les ans. Et en comptabilité, par exemple, mon comptable me passe mes ordinateurs sur 3 ans, il les amortit sur 3 ans. Ça veut dire que si j'achète un ordinateur 1 000 euros, à la fin de l'année, il va considérer que l'ordinateur m'a coûté seulement 330 euros. Il ne m'a pas coûté 1 000 euros. En trésorerie, oui. Mais comptablement, en tout cas en fiscalité, il va dire, Laurent, tu as dépensé 330 euros et l'an prochain, tu dépenseras 330 et l'année suivante, encore 330. À la fin des 3 ans, j'aurai bien déduit la totalité de mes 1 000 euros, mais je l'aurais déduit de manière étalée. Parce que dans un an, mon ordinateur aura perdu de la valeur et au bout de 3 ans, comptablement, il vaudra 0. C'est-à-dire que si je le revends 100 euros, eh bien, j'aurais fait une plus-value de 100 euros sur mon ordinateur. Donc, on a vu ce que c'est les amortissements pour un ordinateur. Eh bien, pour une maison ou un appartement, les amortissements d'un bien sont fonction de la durée de vie du matériel dont il est construit. Par exemple, le gros œuvre, globalement, un mur en parpaing ou une toiture, il faut pas la changer tous les 5 ans ou tous les 10 ans. Alors que la peinture, il va falloir la changer plus fréquemment. En tout cas, je vous souhaite que les murs tiennent plus longtemps que la peinture. Donc, on va établir que le gros œuvre, par exemple, comptablement, il vaut 0 dans 40 ans, ce qui est une absurdité techniquement, puisqu'une maison, au bout de 40 ans, elle tombe pas en miettes. Mais comptablement, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, par exemple, il n'y a pas de règle. Hein. Ça pourrait être 30 ans, 35 ans, 40 ans, 50, 60 ans. Il n'y a pas de règle absolue, mais il y a un ordre d'idées. Le gros œuvre, on va l'amortir sur 40 ans, c'est-à-dire que si j'ai un bien qui vaut 100 000 euros, je ne parle pas du terrain qu'on n'amortit pas, si j'ai un bien qui vaut 100 000 euros, mon gros œuvre vaut 40 000 euros, et comptablement, je vais donc déduire les 40 000 sur 40 ans, ce qui va faire 1 000 euros par an que je vais pouvoir déduire de ma base taxable. Ensuite, ma façade, elle va durer 20 ans, ma plomberie 15 ans et ma peinture 10 ans par exemple, ou mes cloisons en placo, etc. Ça va être 10 ans ou 15 ans. Et donc, chaque corps d'État, on va dire, s'amortit sur une durée propre.
et il représente un pourcentage plus ou moins élevé du bien. Le gros œuvre vaut environ 40% du bien, la façade vaut 10%, la plomberie 15 ou 20%, etc. Et tout ça, ça va faire un ensemble d'amortissements. Et donc, vous voyez les 4 lignes, quand on a les 4 lignes peinture, plomberie, façade et gros œuvres, tout ça, c'est des amortissements qui sont très élevés, et plus le temps va passer, plus les amortissements vont être réduits, puisque les durées d'amortissement les plus courtes seront arrivées à leur terme. Et donc, les amortissements diminuant, la base taxable va augmenter. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir aussi anticiper dans votre plan de financement, parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amortissements, donc j'ai pas de fiscalité, donc tout roule. OK. Mais qu'est-ce qui se passe dans 10 ans quand la première tranche peinture s'arrête? Eh bien, j'ai 2 000 € de plus en revenus taxables. Ces 2 000 €, ça représentera pour moi dans 10 ans ma tranche d'impôt plus mes prélèvements sociaux, par exemple 30 plus 17%, eh bien, je sais que mes 2 000 € vont me coûter 47% de 2 000 € dans 10 ans. Aujourd'hui, je les paye pas. Dans 10 ans, il faudra que je les paye. Est-ce que je serai susceptible de savoir les payer, d'être capable financièrement de les assumer? Ça, c'est une question que vous devrez vous poser, évidemment. D'où l'intérêt d'avoir un vrai prévisionnel, ne pas s'arrêter à la photo du jour, parce que c'est comme la fiscalité. La fiscalité, c'est pas une photo, c'est une ligne, c'est une trajectoire. D'une manière générale, hein, les règles fiscales, eh bien, votre trésorerie va changer, les loyers vont évoluer, la taxe foncière va monter, l'assurance va monter, les honoraires du comptable vont monter, le prix des matériaux va augmenter, votre loyer va monter. Est-ce qu'il va monter plus que toutes les charges? Ça, c'est quelque chose que vous allez devoir estimer. On était sur des indexations avant que l'inflation revienne, on était sur des indexations à 1%, ou même on a eu une fois une indexation négative de l'indice de référence des loyers. Aujourd'hui, on est au-delà des 3,5% et on a prévu, l'État a prévu un plafonnement des hausses de loyer à 3,5%. Est-ce que nos 3,5% de loyer, d'indexation de loyer suffiront à couvrir les indexations de l'assurance, des charges de copro, de la taxe foncière, etc., etc. Tout ça, c'est quelque chose qu'il va falloir non pas savoir, mais au moins estimer ou anticiper. Donc, la fiscalité évoluera évidemment en fonction de ce changement des recettes et des charges, et également, bien entendu, et même essentiellement, du fait de la diminution des amortissements dans le temps. Voilà, je pense qu'on a fait un tour un peu complet sur cette partie-là. Très rapidement, oui, je vous avais mis des petits pavés. L'amortissement de la construction seul, on n'amortit pas le terrain. Le terrain, lui, ne perd pas de valeur. On peut estimer qu'on va amortir environ 5% du bien au début du projet, puis environ 3%, puis 1,5% ou 1%, etc. Donc, un petit calcul très rapidement. Je laisse en pause pour que les gens puissent faire des captures écran pour avoir une petite idée rapide de ce que ça peut représenter en évolution. Avec un exemple, j'ai mis un achat à 150 000 avec un terrain qui vaut 15%. Voilà. Oui, les histoires d'amortissement, ça a amené des gens à subir le fameux effet ciseau où ils n'avaient pas anticipé la baisse des amortissements et la hausse de la fiscalité qui s'ensuit. Oui, j'ai eu un audit il y a 1 an et demi, je crois, 1 an et demi, 2 ans. Quelqu'un qui a à peu près 100 000 € de loyer, qui achetait un nouveau bien, qui devenait LMP de force, loueur de meublés professionnel. Donc, c'était pas l'objet de la vidéo, mais enfin de la conférence. Et il avait donc, il m'a consulté en gros pour savoir à quelle sauce il serait mangé et quand, parce qu'il avait des biens qui ont été achetés il y a 8 ans, il y a 5 ans, il y a 3 ans, et puis le nouveau bien. Et donc la question c'était, aujourd'hui j'ai cette trésorerie, quand est-ce que ça va diminuer, de combien et selon quel schéma pour les 15 prochaines années, puisqu'il y a des crédits qui tournaient encore pour, en gros, dans 15 ans. Et donc, il a eu la photo et on avait, je crois, autour de 8 à 10 000 €, je me souviens plus exactement, mais c'était quelque chose de l'ordre de 8 000 € de moins dans les 5 ou 6 ans. 8 000 € de moins à la fin de l'année dans les 5 ou 6 ans. Donc lui, il a son travail, tout va bien. Les biens lui rapportent un peu de sous, mais globalement, trésor, je me souviens plus. Mais 8 000 € d'écart. Oui, c'est ça. Dans ces cas-là, c'est pas forcément déconnant de revendre un bien. Hein. Ça faisait partie des questions qui étaient posées sur l'audit. Hein. Donc, par moment, il faut se dire, je revends un bien, j'encaisse ma plus-value et puis le capital amorti. Et puis, avec cet argent, je vais financer l'effort que me coûtera le maintien des autres biens dans mon patrimoine. Ça peut être des techniques. Ou un rachat avec une nouvelle dynamique d'amortissement. Exactement. Ou éventuellement un autre achat avec des amortissements nouveaux. Ouais. Tout à fait.
Et puis je rappelle quand même, puisque ça reste quand même une hantise française. Moi, mon métier, c'est pas de diminuer l'impôt. Par exemple, en gestion de patrimoine, c'est pas ça mon métier. Mon métier, c'est d'optimiser la situation des gens. Cette optimisation, ça peut être d'accepter de payer plus d'impôts, par exemple, pour protéger un conjoint ou pour protéger un enfant. Ça peut être éventuellement de diminuer l'impôt. Ça peut être d'accepter de payer plus d'impôts aujourd'hui pour en payer moins demain. Ça peut être énormément de choses. Et je rappelle toujours une chose, l'impôt est une bonne maladie. C'est-à-dire que si on gagne de l'argent, on paye de l'impôt. Alors oui, on en paye trop, etc. On peut gueuler, on peut faire le bon français, il n'y a pas de souci. Mais payer l'impôt, c'est un bon signe. Ça veut dire qu'on gagne de l'argent. Quand on revend un bien et qu'on fait une plus-value, eh bien on paye de l'impôt sur la plus-value. Eh ben, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on a fait une plus-value. Donc globalement, l'impôt, c'est une bonne maladie. Globalement, je me suis retrouvé il y a quelques années à ne pas payer d'impôts parce que j'ai été au chômage. Je peux vous dire que je préfère payer l'impôt. À la fin du mois, il m'en reste plus. Donc, l'impôt est une saine maladie et c'est pas être incompétent que de payer de l'impôt. C'est pas être mal conseillé que d'avoir quelqu'un qui vous dise oui, tu vas payer de l'impôt. Ça veut pas dire que vous êtes mal conseillé. Donc, l'impôt est une très saine maladie. Maintenant, ça n'empêche pas qu'il faut essayer d'optimiser. Ça ne veut pas forcément dire payer moins, mais en tout cas, essayer de chercher à optimiser. Là, l'audit que j'ai rendu hier, on est, si la fiscalité du meublé n'évolue pas, on est à peu près à un peu plus de 15 000 euros d'économie, je crois, de mémoire. Et quelqu'un qui était imposable depuis 3 ans ne le sera pas jusqu'en 2033. Donc, et si la fiscalité évolue, ce qui devrait arriver logiquement d'ici 2 à 5 ans, je pense, c'est ce que je mettais dans mon rapport, eh bien, on a gagné les 3 ans qui viennent de passer, plus les 2 ans qui vont venir, et ça représente déjà autour de 7 000 euros d'impôts. Donc, économisé. Donc, oui, l'impôt, je veux dire, à périmètre identique, on peut le chercher à l'optimiser. Mais ça reste de toute façon une très bonne maladie d'avoir à en payer. Voilà. Tout à fait. Très rapidement, pour ceux que ça peut intéresser, j'ai une prochaine formation qui a lieu le 20 et le 21 mai à Paris en présentiel sur 2 jours. Voilà, j'ai conclu là-dessus. Et me concernant, j'ai fini. Très bien, merci beaucoup Laurent. Merci pour cette très belle présentation que tu as faite pour nous, si je ne m'abuse. C'est du sur-mesure, attention. C'est du sur-mesure. Voilà, donc c'est une belle démonstration de ce que c'est une prestation sur-mesure en fonction du besoin. Je me permets de faire une petite synthèse pour la réussite d'un projet d'investissement locatif immobilier. La clé, c'est comme souvent l'anticipation du projet et des évolutions. Voilà. Tout est dans l'anticipation la plus fine possible, encore une fois, en sachant qu'on n'a pas une visibilité sur tout, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut penser en amont. Donc, ne faisons pas comme cette chose que tous ces vendeurs de rêves nous enjoignent à faire, qui est de passer à l'action le plus vite possible. Non. Non, passer à l'action, oui. Le plus vite possible est souvent la meilleure manière d'aller dans le mur. Ouais. Passer à l'action, oui. Réfléchir avant, oui. Surtout. Voilà. Surtout réfléchir avant. Et puis, on voit tout de suite la plus-value du fait d'être bien accompagné. Toi, tu parlais de ton dernier audit. Le résultat est implacable. Cette personne qui t'a embauché a gagné beaucoup d'argent. Alors, c'est de l'optimisation liée à de l'impôt. Mais quand même, il y a une grosse plus-value et à être formé correctement en amont et à se faire accompagner quand on a ou un projet ambitieux ou du patrimoine déjà et qu'on veut pas faire. Parfois là d'ailleurs samedi j'ai un rendez-vous avec quelqu'un qui veut un avis et des conseils sur un projet d'investissement sur un immeuble, donc je ne donne pas la ville, qui vaut à peu près 400 000 euros sur la ville en question, 400 à 500 000 euros l'immeuble qu'il a en vision, on va dire, en projet. C'est comment dire, là il a besoin d'un accompagnement pour savoir si ce produit est jouable pour lui compte tenu de son profil, pour savoir comment le présenter au banquier, pour savoir quel est le mode de financement qu'il faut prévoir
en termes de proposition de financement pour le banquier, pour que ce soit un produit vendable, un projet vendable. Et puis évidemment les axes de surveillance, on va dire les points de vigilance. Donc voilà, ça peut être ça peut être reconfigurer un patrimoine. Quand on parle d'audit, ça peut être reconfigurer un patrimoine, ça peut être anticiper un changement de fiscalité. Moi, j'ai eu beaucoup d'audits avec le passage forcé en meublé professionnel. Donc, des gens qui avaient besoin soit de reconfigurer le patrimoine, soit de voir où ils allaient en trésorerie pour savoir s'ils pouvaient assumer ce nouveau statut avec les coûts éventuels engendrés, mesurer ce coût éventuel et ensuite aviser, vendre un bien, conserver l'ensemble et assumer un coût de 300, 500 euros, X euros par mois. Ça peut être énormément de choses. Quand on parle d'accompagnement, c'est pas juste je veux réduire ma fiscalité, vendez-moi une assurance retraite qui me défiscalise. On a vu ça partout dans les postes il y a 30 ans ou 25 ans. Ça a été magnifique, donc y compris des gens pas imposés. Bref, donc le conseil, c'est important. Moi, je place toujours le conseil, enfin le client, investisseur ou non, mais le client au centre de la réflexion. D'ailleurs, je vends pas de produits, je vends du conseil, je vends du temps. Donc, le conseil, il est objectif, il est éclairé, objectif, et il est personnalisé. C'est-à-dire, je veux protéger un enfant handicapé, c'est pas du tout la même chose que je viens de me marier, mes enfants, ils ont 30 ans, et puis le petit dernier, il a 8 ans. Qu'est-ce qu'on fait au niveau patrimonial pour respecter une équité totale, pour surprotéger le petit parce que les autres ils sont adultes et autonomes dans leur vie, etc. Donc tout ça, c'est des réflexions qui sont évidemment personnalisées, complètement personnalisées. Tout à fait. On part d'une personne et d'une situation de vie pour ensuite construire un projet autour. Petite information pour mes clients que j'accompagne sur la relation à l'argent, le fait de bien anticiper, bien construire, bien être accompagné pour tous ceux qui ont des problèmes d'anxiété, justement, permet de réduire très largement l'anxiété parce qu'on sait où on va et on sait qu'on n'est pas tout seul dans nos chiffres et nos réflexions. J'ai des clients qui sont un peu anxieux, qui n'ont pas du patrimoine, qui veulent en faire, etc. Bien construire les choses en amont et avoir des personnes de référence pour nous aider à réfléchir, c'est vraiment une belle manière de construire un projet en réduisant l'anxiété, en augmentant le niveau de visibilité et aussi de contrôle sur son projet. Oui, et dédramatiser. Moi, j'ai des clients que je suis à l'année. J'ai une cliente qui me consulte pratiquement à chaque visite de bien, et elle veut pas faire d'impair, etc. Donc tout va bien, mais elle est pas anxieuse. Elle a peur de faire une bêtise et elle sait que je vais la conseiller objectivement. Donc c'est quelque chose qui est rassurant pour elle. Donc en gros, elle se déleste du poids de la prise de risque. Alors c'est elle qui prendra le risque, c'est pas moi. Mais pour elle, c'est rassurant. Ça la réconforte dans le fait de prendre des décisions qu'elle pourrait pas forcément prendre toute seule. Et moi j'ai pas une logique de coach, c'est pas mon métier du tout, mais j'apporte un conseil, objectivement j'apporte un conseil avisé, objectif, je vais pas dire scientifique, mais éclairé de ma compétence fiscale, mathématique, financière, etc., etc. Rationalisé. Et ça la déleste de ce risque, de cette sensation d'incompétence ou de toutes ces sensations de fragilité personnelle sur un domaine méconnu, ou en tout cas insuffisamment connu. D'ailleurs, c'est un métier parce que je l'avais mis dans la petite présentation que tu as toujours l'œil fixé sur le BOFIP, mais en vérité, toi, comme c'est ton métier, tu as le temps, tu as la possibilité de surveiller toutes les évolutions législatives. Quand on a une vie, que c'est pas notre métier, etc., c'est très compliqué d'être à jour sur tout. Donc, pouvoir consulter quelqu'un comme toi ou à minima avoir un simulateur. Moi, je suis cliente de ton simulateur, par exemple. Tu vois, j'ai l'abonnement, alors j'ai pas forcément la dernière version, mais voilà, on sait qu'au moins on a un outil qui est à jour dans lequel on va pouvoir simuler des choses et ce sera fiable, quoi. Ouais, ça c'est important. J'ai des avocats, des experts comptables, j'ai des CGP qui utilisent les simulateurs. Donc ça leur fait gagner du temps, ça leur amène une réflexion rapide et efficace. J'ai des clients qui sont conseillers en gestion de patrimoine et ils proposent des biens immobiliers alors à rénover ou rénover
à leurs clients investisseurs et ils se servent de l'appli, du simulateur 360 pour présenter les projets et ensuite ils se servent de l'édition du dossier pour aller à pour la que le banque. client puisse aller voir la banque avec. On peut sortir un dossier, aller à la banque avec, ce qui est quand même un énorme atout, présenter un dossier complet à sa banque avec vraiment dans le petit détail plusieurs scénarios. Enfin, c'est hyper bien fait. Ouais. Donc, on peut sortir un dossier pour sa banque. Effectivement, on l'avait pas forcément évoqué. Tu veux que je te montre vite fait l'évolution de l'appli, là, 2 minutes, avant de passer aux questions, ou on le fait après? Je sais pas, comme tu veux. Tu me montrer l'appli vite fait ou pas? Les gens qui sont là, vous pouvez allumer votre micro, dire est-ce que vous voulez voir une petite démo de l'appli maintenant ou peut-être à la fin et poser vos questions d'abord. Les gens, vous pouvez rallumer vos micros. J'ai éteint tous les micros. Bonjour les gens. Bonjour les gens. Non, mais on leur a coupé la chic. Du coup, on va montrer l'appli, je pense. Ouais. Bonjour, ce serait bien l'appli, s'il vous plaît, de la voir rapidement. Merci. C'est Franck, bonjour. Bonjour Franck. Merci. Une petite démo de l'appli? Vite fait? Oui. Je te fais ça. Alors, attends. Je trouve le bouton partage. Hop. On est bon là. Est-ce que tu as le partage écran, Nathalie? Oui, très bien. C'est bon là. C'est bon? Donc là, on part de l'appli saisie rapide. J'achète un bien. Alors, ça peut être une sous-location pour le produit location courte durée. J'ai 4 zones d'investissement, montagne, plage, ville et village. En fonction de tout ça, l'agenda va se remplir sur le taux d'occupation, sur les tarifs, etc. Donc, on va dire que j'achète un bien à 150 000. J'ai 15 000 euros de travaux. J'ai un appartement qui fait 58 mètres carrés. J'ai 4 personnes. Je peux avoir en automatique le calcul des prix mini, maxi et les prix intermédiaires. Je veux un rendement à 16%. Je décide que moi, je veux, pour investir sur ce bien, un rendement à 16%. Donc, l'appli calcule directement le prix maxi, le prix mini et tous les prix intermédiaires. Ça y est, la trésor est faite, l'agenda est rempli. Vous avez votre budget, les charges, les recettes. Et vous allez ensuite paramétrer le fait que vous prenez un concierge ou pas, que vous prenez un channel manager, un prestataire ménage, un prestataire lessive, et puis ensuite tous les frais, les commissions Airbnb, Booking et compagnie. Tout ça, c'est fait. Ça vous a automatiquement orienté en fonction du profil qui a été saisi vers la durée de financement que vous pouvez présenter au banquier avec le niveau d'apport recommandé. Si vous voulez un financement sur 25 ans au lieu de 20, il modifie automatiquement l'apport, ça calcule la mensualité, le budget emprunté, ça calcule automatiquement les frais de notaire, ça a absolument tout calculé. Là, vous avez les taux d'occupation, saison par saison, qui sont calculés. Vous dites finalement, moi, je vais pas louer 219, mais ce sera 185. Hop, les calculs sont repris, ça mouline un peu, et ça y est, je suis à 25 000 de recettes au lieu de 28 000. On est au tarif par nuit, hein, c'est ça? On est le sur tarif nuitée, ouais, le tarif nuitée. Je précise pour ceux qui écoutent. Ensuite, je peux faire un projet comme ça qui serait de la sous-location. Donc, au lieu d'acheter, je vais sous-louer mon bien. Ensuite, je peux évidemment aller regarder mes recettes mois par mois. Là, j'ai mes 12 mois qui sont indiqués. En gris, mes charges, en bleu, mes recettes. Et ici, j'ai mon cumul trésorerie sur les 12 mois. Donc, si j'enlève certaines charges, j'ai de la trésorerie négative. Et là, avec la haute saison, puisqu'on est sur un produit plage, avec la haute saison, ma trésorerie remonte. Et je suis en trésorerie positive. Ça permet d'anticiper les phénomènes de trésorerie, de savoir que au plus bas, moi, je suis à 3300 de négatif. J'ai le cumul de mes coûts en prestataire, etc. Donc, je peux aller ensuite en saisie détaillée. Donc, j'ai la date d'achat, la date de mise en location. Je repasse pas sur tous les autres frais. Le financement, je vais pouvoir modifier mon apport ici. Si je le diminue un peu trop, l'appli me dit, dis donc, t'es gentil, mais ton apport, il est trop faible. Il est inférieur à ce que je recommande. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux rester sur l'apport conseillé ou est-ce que tu veux confirmer ton apport? On confirme l'apport, par exemple. Le taux de crédit est calculé en automatique en fonction des durées et du scoring bancaire qui a été calculé. On a choisi une assurance ou une tête de tête. J'ai un différé partiel total, je choisis. Les charges du logement, j'ai toutes les charges ici. Alors, je vais les annuler pour vous montrer. Tout est calculé absolument en automatique. Et c'est
Voilà, elles sont calculées toutes seules. Je peux modifier, je dis je paye pas l'eau, ce qui serait débile dans une location courte durée, mais on peut dire j'ai pas de taxe d'habitation par exemple. Voilà, on a tout est calculé évidemment. Les charges en location courte durée, j'ai pas de concierge ou j'en ai un. Le concierge, il me coûte 20% de mes loyers, ça me coûte 5 000 € par an. J'ai mes commissions Airbnb ou pas. J'ai mes commissions Booking ou pas. Ok. D'accord. Ensuite, j'ai un channel manager ou pas. Tout ça, c'est absolument en automatique. Je veux zoomer les informations, j'ai toutes les charges. Je veux les voir sous forme de tableau, j'ai le tableau. Je vais regarder juste le graphique des prestataires. Je veux regarder juste le graphique sur les autres, sur la totalité des dépenses, les autres consommables. Eh bien, tout est indiqué ici absolument en permanence. Je peux faire une location mixte, c'est-à-dire au lieu de louer 12 mois en courte durée, je vais louer 3 mois en courte durée et 9 mois à un étudiant, par exemple. Hop, il me calcule en fonction de la surface et de divers paramètres. Hop là. J'ai encore des petites choses par rapport aux images qui ne sont pas encore complètement paramétrées puisqu'on est encore en développement. D'accord. Vous êtes sur la fin du développement, là. Comment ? Vous êtes sur la fin du développement. Là, je suis à peu près autour de 70-75% du développement. Même peut-être. Tu as une idée de quand est-ce qu'il sera dispo ? Pardon ? Tu as une idée de quand est-ce que ton simulateur sera dispo ? Logiquement, dans moins d'un mois, je devrais pouvoir le proposer génial. À l'utilisation par les clients. Et je vais faire une pré-vente là très rapidement avec un tarif préférentiel assez attractif, ouais. Top. Donc là, on peut le louer 3 mois de l'année en touriste. Voilà. J'entends parler. Ouais, je crois qu'il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Je vais aller vérifier. Qui il s'agit. Eric. Hop, c'est bon. Tu peux reprendre la parole, Laurent. J'ai coupé son micro. Tu peux reprendre. Le partage d'écran, par contre, a été coupé. C'est normal. Il a coupé ? Ouais. Après, est-ce que tu avais montré l'essentiel de ce que tu voulais montrer ou pas ? Alors, rapidement, le dossier bancaire. Allez, le dossier bancaire rapidement. Ok. C'est vrai que le scoring bancaire, c'est hyper important. Moi, c'est une notion avant la formation, je n'avais pas forcément, pas à ce point-là en tout cas. Oui. Nous sommes notés et classés par les banques, il faut le savoir. Alors, hop, je reviens. Et que ça a un impact sur notre capacité à emprunter. Nous sommes classés ABCD. Tu t'en sors ? Bon, en attendant, je vais montrer quelque chose. Vas-y. J'ai retrouvé les brochures. Je ne sais pas si on me voit en plein écran. Les supports de formation. C'était en 2020. Attends, ici, voilà. Et on peut voir que c'est pas de la blague. Bon, ils étaient pas loin. Mais il y a de quoi faire avec des pages et plein d'exercices. Ouais, il y en a un peu. Ouais. Et des espaces je relance. Des notes. Ouais, je relance le partage. Hop. Et à un moment donné, il faudra répondre aux questions des gens. Et on attaque les questions tout de suite après. Ouais. Hop. D'abord les présents, par politesse quand même, et puis ils ont fait l'effort d'être présents. Est-ce qu'on voit le print très rapidement ? Vous le voyez, le print ? Oui. Là, c'est la page 1. Ensuite, le sommaire, le projet, la présentation du projet, les emprunteurs, etc. Le financement, le projet, donc avec tous les chiffres. Ensuite, on a la demande de financement, combien j'investis, combien on me finance, avec des petits laïus qui sont automatisés. Tout ça, avec un clic, je lance l'impression, vous avez ça direct. Ouais, plus qu'à amener ça à la banque avec des beaux graphiques et une esthétique bien finie. Donc là, je n'ai pas fini encore, c'est encore en construction, tout ça. Donc les charges, les recettes, tout est détaillé. Ça, c'est pareil, c'est pour montrer à votre banquier que vous n'avez pas fait semblant d'étudier le projet. Et la dernière page, c'est les taux d'occupation, puisque comme ça a été étudié, forcément,
tout est. Quand je vous disais que l'agenda était rempli en automatique, là, il est rempli en automatique. Vous n'avez rien fait personnellement. Vous pouvez le modifier, mais vous n'avez rien fait. C'est-à-dire que depuis les 5-6 informations que j'ai mis en saisie automatique, en saisie manuelle, tout ça, c'est automatisé. Donc là, j'ai pas encore fini. Il y aura les tarifs, il y aura tout. Et c'est juste les premières pages du dossier. Donc tout ça, vous le remettez au banquier. Globalement, il voit jamais ce genre de présentation. Non, et tu augmentes significativement tes chances d'obtenir. Ah bah là, l'impact, il est colossal. Voilà, j'arrête le partage écran. On répond aux questions. Ok, génial. Je te propose que s'il y a des questions de présent, on commence par ces questions-là. Okay. On a Franck qui a... Alors, c'est qui? Je crois que c'est... Non, c'est Alain, pardon. Il y a Alain qui a dû partir, mais qui a beaucoup aimé la présentation, qui nous remercie, mais a dû filer. Après, parmi les présents, si vous avez des questions, allumez vos micros. Sinon, moi, j'en ai une que j'ai reçue dans le pavé de discussion. Oui. On me demande ce que tu penses des enchères judiciaires pour acheter des biens en vente aux enchères. Pourquoi pas? Comme tous les schémas d'achat, il n'y a pas de mauvaises idées. Il faut savoir qu'une enchère va générer des frais globalement. Alors, il n'y a pas de système de rétractation. Là, on devient propriétaire quasiment immédiatement. Globalement, il faut plutôt avoir le cash pour acheter que attendre un crédit, puisque le juge doit dire, moi, je sais que tu payes, donc il n'y a pas besoin d'avoir un banquier qui dit je vais te prêter ou pas et on verra ça dans 1 mois et demi, avec les changements de taux peut-être. Donc, c'est du cash, c'est immédiat et ça peut être l'occasion de faire quelques affaires, oui. Alors, attention sur la partie enchère, attention si on achète un bien qui est, comment dirais-je, habité par une famille, il faut savoir que c'est pas parce qu'on a le bien qu'on va pouvoir éjecter la famille. Donc, soit elle deviendra notre locataire et tout baigne, soit c'est la maison de la petite famille, et va falloir attendre qu'un juge dise qu'on a le droit d'éjecter cette famille. Et donc, même si on a un jugement qui dit elle doit partir, et on a un jugement qui dit vous êtes autorisé à mandater la force publique pour faire partir cette famille, le préfet dit non, je ne mandate pas la force publique pour éjecter cette famille, soit parce qu'on est en trêve hivernale, soit parce que la famille, il y a 4 enfants, dont un en bas âge et éventuellement malade. Mais dans ce cas-là, les gens, ils sont pas encore partis et c'est loin d'être gagné. Donc, ça fait partie des choses qui peuvent arriver sur les enchères. Maintenant, en termes de prix, ça peut être le moyen de faire des belles affaires. Les marchands de biens y sont. Et puis des gens qui ont l'habitude ou cette connaissance technique, et puis évidemment l'argent qui va en face. Les banques qui sont aussi pour acheter des biens aux enchères. Pardon? Les banques aussi, ils sont pour acheter des biens aux enchères? Les banques, elles sont plutôt récupératrices de fric. D'accord. Je vois, elles sont plutôt récupératrices de saisie. Très bien. Donc, c'est plutôt marchand de biens qu'on aura en face de soi. C'est fermé à personne. Alors, on est obligé de se faire représenter par un avocat. Je crois qu'il est obligatoire de déposer 10% de consigne, 10% de la valeur du bien en consigne pour montrer qu'on a ce qu'il faut. Voilà pour les grandes lignes. Maintenant, il n'y a pas de mauvaises idées sur ce genre de choses. On peut faire un emprunt pour préparer un achat aux enchères. Oui, dans ce cas-là, on a une ligne de crédit. On a une ligne de crédit qui est ouverte à la banque. Ça s'appelle une ligne de crédit, c'est-à-dire ils débloquent 200 000 euros ou 300 000 ou 500 000, et puis ils disent voilà, quand vous en aurez besoin, vous piochez dedans. Donc on peut. Voilà. Maintenant, c'est pas réservé. C'est plutôt réservé à quelques-uns. C'est la fameuse technique réservée que peu d'initiés connaissent. D'accord. Mais non, ça existe. Maintenant, moi, j'ai un client qui est marchand de voitures. Maintenant, il en a plus besoin, mais il y a une dizaine d'années, maintenant 15 ans, quand je l'ai connu, il avait encore des lignes de crédit pour acheter ses voitures. Donc, il les achetait cash, mais avec des lignes de crédit que la banque lui avait ouvertes. Aujourd'hui, il a plus besoin de ça. D'accord. On a Eric qui nous pose une question aussi en pavé de discussion. Je ne sais pas si tu les vois ou pas. Ça y est, j'ai ouvert le pavé. Tu l'as ouvert? Tu vois la dernière question? Il va acheter 3 studios pour mettre en courte durée et il s'interroge sur le meilleur statut fiscal. SCI, ADIS, j'imagine, SAS ou autre. Alors, sur la location courte durée, sans être trop technique, la location courte durée entraîne que dès qu'on va dépasser 23 000 euros de chiffre d'affaires, qu'on soit en totalité ou en partie en courte durée d'ailleurs, dès qu'on va dépasser 23 000 euros de chiffre d'affaires, donc loyer plus les forfaits ménages qu'on facture, etc.,
Si on dépasse 23 000, on doit payer les charges sociales qu'on appelait avant le RSI, donc on va payer les charges sociales. Ça, c'est valable en meublé non professionnel et en meublé professionnel, qu'on soit en détention directe ou en SARL, qu'on appelle de famille, avec l'option impôt sur le revenu, donc en transparence fiscale. Donc, c'est un système qui est une activité commerciale qui entraîne des charges sociales. Si on est en SCI à l'impôt sur les sociétés, on évite ce système de charges sociales, puisqu'on est en fiscalité IS, donc société à l'impôt sur les sociétés. Le problème, c'est qu'une SCI, c'est une société civile, c'est-à-dire que son activité est civile, elle n'est pas commerciale. La location courte durée est une activité commerciale, alors que la location nue ou la location meublée à l'année sont des activités civiles qui collent donc parfaitement au cadre prévu par la SCI, prévu pour la SCI. Moralité, investir dans de la location courte durée dans une SCI à l'IS en l'occurrence, puisque ce sera obligatoire vu que c'est du meublé, c'est quelque chose qui peut fonctionner à court terme parce que pour l'instant ça se fait, mais il faut savoir que globalement la France a besoin d'un peu de pognon et que les réformes vont rarement dans le sens de l'allègement de nos dépenses fiscales et sociales. Donc il est fort à parier que d'ici assez peu de temps, moi je pense dans 5 ou 6 ans ou 7 ans maxi, on aura eu une attaque frontale de la location courte durée en société, en société civile à l'IS, en SCI à l'IS. C'est une évidence parce que ça permet trop facilement d'éviter les charges sociales. Donc, dans ce cas-là, la solution, si on a fait ça, à ce moment-là, il faudra transformer la SCI en SARL ou en SAS, en restant à l'impôt sur les sociétés. Et à ce moment-là, ça fonctionnera. Mais pour moi, la bonne option, si on veut investir d'une manière intelligente et a priori cohérente, c'est une société commerciale qu'il faut, donc SARL ou SAS. Et là, va se poser la question pour la SARL de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Ce sera un choix qu'il faudra faire en fonction de différents paramètres, dont les objectifs. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a des présents qui ont encore des questions? Oui, Franck. Pour répondre à Moine, les questions par écrite là sur le chat, c'est bien ou par oral? Ouais. Je ne sais pas si tu peux lui brancher le micro. Je lui avais répondu qu'à l'écrit c'était bien, mais il n'a pas envoyé Il n'a pas envoyé la question. Il y a Franck qui a allumé son micro. Est-ce que Franck veut poser une question? Ah non, il l'a rééteint. Écoute, moi j'en ai reçu d'autres des questions. Bonjour Nathalie, c'est moi Moine. Je n'avais pas vu que vous aviez répondu. Est-ce que je peux la poser ma question? Bonjour Laurent, bonjour Nathalie. Bonjour. Bonjour. Je suis un tout petit peu Laurent parce que je suis mère de famille, je manque un peu de temps, mais c'est Salva qui m'a vivement conseillé, oui. Et c'est vraiment très bien. J'ai essayé de faire une simulation, mais sur l'appli, je ne l'ai pas acheté ce qu'il fallait, je ne savais pas quoi acheter. En fait, c'est savoir plutôt, moi je souhaiterais être plutôt accompagnée parce que je pense que mon projet mériterait qu'on prenne un peu plus de temps et j'aimerais savoir comment contacter Laurent et s'il met beaucoup de temps, si vous mettez beaucoup de temps avant d'arriver à la fin d'un audit ou pas. Parce que alors, tout dépend de l'audit. Là, j'ai un audit qu'on a commencé en juillet l'an dernier, qui est toujours en cours, mais c'est un audit très long, avec des différentes étapes lourdes, avec des créations de sociétés, avec pas mal de choses. Donc, c'est un audit long. Et j'ai eu, il y a quelques mois, une cliente, je crois que c'était à l'automne, je ne sais pas si elle est connectée, c'est Guénaël. Elle m'a contacté le matin à 10h ou 11h parce que en gros, elle n'arrivait pas à avoir son financement sur un projet à autour de 600 000 euros. Et on a fait l'audit à 15h parce qu'elle avait un caractère d'urgence avec un compromis qui arrivait à échéance rapidement, etc. Donc, en fonction des critères d'urgence, évidemment, je sais répondre rapidement, oui. D'accord. Alors, c'est contact depuis le site par mail ou comment? Oui, par mail sur le site directement, oui. Et puis, si vous êtes abonné, vous recevez mes emails, vous répondez aux mails, ça m'arrive directement. Oui. Et je n'ai pas de prestataire à Madagascar qui répondent à ma place. Vous pouvez aussi joindre Laurent sur LinkedIn. Et puis sur LinkedIn, sur Facebook, etc. Oui, il y a tous les moyens de me contacter. Sur YouTube, les gens qui commentent ma vidéo ou mes vidéos, c'est moi qui réponds. Super. Merci d'avance. Je vais faire ça. Merci.